Europe 1. Mais d'abord, le journal de 8h sur Europe 1. Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Était-ce une audition ou un règlement de compte ? Hier, pendant 5h30, François Bayrou a été entendu par la commission parlementaire sur le scandale Betharam. L'occasion pour le Premier ministre, accusé d'avoir eu connaissance des violences sexuelles commises dans cet établissement privé et de les avoir sciemment ignorées, de livrer sa vérité, ses preuves. Un échange qui a rapidement tourné au bras de fer politique, Jacques Serret. Face à la présidente de la commission, la députée socialiste Fathia Kelwa-Hachi, François Bayrou se montre offensif. Le premier mot qui me vient quand je pense à cette audition, c'est « enfin ». Pour moi, cette audition est très importante. Importante, selon lui, pour toutes les victimes de violences sexuelles. Que ce soit à Betharam ou, comme nous le découvrons tous les jours, en beaucoup d'autres établissements scolaires et en beaucoup d'autres institutions. Avant de se défendre point par point. Jamais je n'ai entendu parler de violences graves et jamais je n'avais entendu parler de violences sexuelles. Jamais. Et c'est uniquement par la presse en 1995 et 1997 que je n'ai entendu parler. Ce qui ne convainc pas le rapporteur de la commission, le député insoumis Paul Vannier. François Bayrou livre alors le fond de sa pensée sur les travaux de cette commission. Je n'ai pas eu le sentiment que la commission était totalement objective. Le Premier ministre dénonçant une méthode d'accusation dont l'unique but à ses yeux serait de nourrir un procès en scandale. Jacques Serret du service politique d'Europe 1, François Bayrou qui regrette une audition visant, je cite, à le coincer pour l'obliger à démissionner. Le Premier ministre s'est malgré tout dit libéré après cet entretien sous serment. Il a par ailleurs prôné la création d'une autorité indépendante sur les violences contre les enfants. Alors, autre sujet que le chef du gouvernement suit avec attention, le débat sur la fin de vie qui se poursuit à l'Assemblée nationale. Hier soir, les députés ont rejeté un article visant à créer un diplôme d'études spécialisées en médecine palliative. Le titre de ce diplôme comportait la mention « Aide à mourir », alors que l'aide à mourir et les soins palliatifs font l'objet de deux textes séparés. Les députés de droite ont dénoncé un mélange des genres. Il reste moins de 2 semaines de débat sur ces deux propositions de loi. En cas de blocage, Emmanuel Macron évoque un possible référendum sur le sujet. Et en plein débat parlementaire, la proposition du chef de l'État a été accueillie très froidement par les élus de tous bords, Maï-Hélène Trémollet. Pour les opposants au texte, il s'agit avant tout de mettre un pistolet sur la tempe du Sénat, de forcer la droite sénatoriale, très réservée sur la question, à faire avancer le débat. Stratégie déplorée par Annie Vidal, députée Renaissance et rapporteure du premier texte sur les soins palliatifs. On n'a aucune certitude sur le vote de ce texte, mais on ne peut pas contourner le Parlement en disant bien on n'est pas sûr du vote et donc on fait appel aux Français. Non, c'est vraiment presque méprisant pour les parlementaires. Avis plutôt partagé par les partisans de la création d'une aide active à mourir. À l'image de Frédérique Meunier, la députée LR dénonce une proposition inconséquente. Venir dire aujourd'hui, si vous n'y arrivez pas, on fera un référendum avec toutes les difficultés qu'il y a derrière, je dirais que c'est presque des annonces qui sont des coups d'épée dans l'eau, quoi. Au-delà de l'effet d'annonce, la mise en place concrète de ce référendum est compromise par plusieurs contraintes. Pour n'en citer qu'une, le gouvernement devrait, s'il suit la Constitution, commencer par présenter son propre texte sur l'euthanasie, risquant d'enterrer pour de bon la proposition de loi d'Olivier Falorni. Maï-Hélène Trémollet. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h04. Les criminels ont-ils encore peur de la justice ? Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne reculent plus devant rien. Pour preuve, ces images qu'ils ont eux-mêmes tournées à mes yeux dans le Rhône. Vous entendez les bruits et ce qu'on voit, ce sont plusieurs hommes en pleine nuit, cagoulés, tirant donc à l'arme automatique, on l'entend, à l'aveugle, sur un groupe d'immeubles 420 logements où personne n'est à l'abri d'une balle perdue. Ça s'est passé dans la nuit du 5 au 6 mai, heureusement aucun blessé à déplorer. Alors les criminels ont-ils peur de la justice ? Non, et pour cause, selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD ce matin, 80% des Français la jugent laxiste. Ouais, je vous renvoie vers l'entretien que nous menions ce matin avec le magistrat honoraire Dominique-Henri Matagrin qui nous expliquait que tout ça est fondé dans les faits, notamment dans les peines d'emprisonnement prononcées. Ce sont des raretés dans le système judiciaire français, nous disait-il. Alors, autre chapitre de notre journal, l'économie. La France demeure un pays attractif en 2024 pour la 6e année consécutive. C'est même le pays le plus attractif d'Europe pour les investisseurs. Et c'est ce que révèle le nouveau baromètre EY qui, comme chaque année, précède de quelques jours le sommet de Choose France à Versailles. Une bonne nouvelle, avec un bémol cependant, Baptiste Morin, la dynamique cette année est clairement à la baisse.
Oui, l'Hexagone attire, mais il attire moins qu'avant. 14% de projets étrangers en moins en France l'an dernier par rapport à 2023. Alors il y a bien les investissements dans l'intelligence artificielle, celui d'IBM à Paris-Saclay ou celui de Microsoft à Paris et Marseille. Les investissements dans l'énergie, celui de l'estonien Skeleton à Toulouse par exemple. Il y a aussi les investissements dans l'agroalimentaire, l'américain Mars ou le canadien McCain. Mais les projets dans la chimie, dans l'automobile ou encore dans la pharma, eux, patinent assez sérieusement. Autre point faible, déjà identifié par le passé, le nombre d'emplois créés par ces investissements étrangers en France a reculé encore plus sensiblement l'an dernier, moins 27%. C'est le coût du travail qui pèse de plus en plus lourdement. Lorsqu'un projet étranger crée 30 emplois en moyenne en France, il en crée 48 en Allemagne, 125 en Espagne. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. Et puis jour J pour les Russes et les Ukrainiens, ils ont rendez-vous à Istanbul pour les premiers pourparlers depuis 2022. Une reprise des discussions proposées par Vladimir Poutine, qui n'y sera pas, Donald Trump non plus d'ailleurs. Hier, l'Union européenne a adopté un 17e paquet de sanctions contre Moscou. Le Kremlin n'ayant pas cessé le feu comme demandé, les Européens ont décidé de frapper au porte-monnaie, visant sa flotte fantôme. 430 navires qui, depuis le début de la guerre, assurent le commerce pétrolier russe sous les radars. Caroline Baudry. Ces navires sont vétustes, mal assurés, leur équipage peu expérimenté. Ils changent leur pavillon et transbordent du pétrole en pleine mer, idéal pour rester intraçable et échapper au contrôle sur les prix du baril plafonnés par les sanctions. Résultat, les revenus russes sont à flot, inacceptables pour les Occidentaux, explique Antoine Arjakovski, directeur de recherche au Collège des Bernardins, spécialiste des relations russo-ukrainiennes. Maintenant, les Américains et les Européens vont être prêts à passer à la phase B, c'est-à-dire les sanctions massives. C'est un arrêt de mort pour l'économie russe si c'est adopté. Les sanctions massives, c'est aussi les sanctions européennes qui cette fois pourraient enfin bloquer la flotte fantôme. Jusqu'à présent, les Européens n'ont pas eu suffisamment de témérité pour prendre ces sanctions, mais là je crois que Poutine pourrait se trouver très embarrassé. 345 navires fantômes sont désormais dans le collimateur de l'Union européenne, à traquer sur la route de l'Inde et de la Chine. Le pétrole y est raffiné avant d'être vendu sous forme de produits dérivés en Europe. Caroline Baudry, des sanctions insuffisantes pour Jean-Noël Barrot. Le ministre des Affaires étrangères veut aller plus loin. Il veut asphyxier l'économie russe. Il doit rencontrer aujourd'hui en Turquie le sénateur américain Lindsey Graham qui plaide pour des droits de douane de 500% sur les importations de pétrole russe et sur les pays qui continuent d'en acheter. Et puis c'était l'événement hier soir sur la Croisette. Tom Cruise en personne sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Pour défendre le dernier volet de Mission Impossible, projeté hors compétition. À ses côtés, la ravissante Pomme Clémentieff, actrice française, Cocorico, qui lui donne la réplique dans ce 8e épisode de la saga. Le correspondant d'Europe 1, Frédéric Michel, était parmi les spectateurs émus. Reportage. Il est avec nous, mesdames et messieurs, Tom Cruise. Il n'est pas arrivé sur le tapis rouge accroché au filin d'un hélicoptère, au câble d'une tyrolienne ou en sautant en parachute d'un avion. Tom Cruise est simplement sorti d'une luxueuse berline sombre et c'est en smoking et nœud de papillon noir qu'il a monté les marches du Palais des Festivals sous les cris de milliers de spectateurs. Très sympa, il a fait des autographes en sortant de sa voiture et c'est un grand. Ah, il est beau. Non, c'est quand même un bel homme à 60 ans, non ? Il est très impressionnant. Patrice est un habitué du tapis rouge, il est photographe pour le journal Nice Matin. Il est à la maison ici, il est contracté comme d'habitude, un américain, une star. Il y a encore 2-3 comme ça, mais l'orchestre, la musique, c'était génial. Delphine est venue spécialement de Saint-Étienne. On est là pour lui dire qu'on l'aime, mais pas que dans Mission Impossible. Redman, Jerry Maguire, La Firme, né un 4 juillet. Bah oui, année 86, j'avais 16 ans. Je regarde Top Gun et je vois ce magnifique brun avec ses lunettes d'aviateur et on est parti quoi. On s'est envolé avec lui. Après avoir foulé le tapis en 1992 et 2022, jamais 203, Tom Cruise était hier la vedette du Festival de Cannes. Cannes, Frédéric Michel, Europe. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Restez avec nous sur